Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce direct entre la radio du lycée Marie Curie et le lycée agricole d'Airion. Isabelle, Grégoire et moi, Quentin, allons animer avec enthousiasme ce direct. Au programme du jour, on parlera environnement, high-tech, sport et plein d'autres sujets, tous plus intéressants les uns que les autres. Mais tout de suite, commençons avec quelques actualités dans le monde du cinéma. Dalel et Lohan vont nous présenter les films du moment à ne pas rater. Ce week-end, étant le dernier avec le port du masque, mais le premier avec un merveilleux rayon de soleil, je vous propose une après-midi cinéma en famille ou entre amis. Pour cette bonne nouvelle, je vous suggère 3 nouveaux films à l'affiche ce week-end. On va commencer avec The Batman, un film de 2h55 reprenant l'histoire de Bruce Wayne, héros masqué protégeant Gotham City, avec l'aide de deux de ses alliés de confiance, Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon. Ils vont devoir protéger à eux trois leur ville d'un tueur qui s'en prend à l'élite de Gotham par une série d'agissements sadiques. En parlant de héros, c'est lequel ton préféré? Ah, eh bien, le mien c'est Spider-Man. Celui joué par Tom Holland? Oui, exactement. Et j'ai entendu dire que Tom Holland est venu en France pour la première d'un film. C'est quel film déjà? Le film il s'appelle Uncharted. C'est un nouveau Bob de Tom Holland qui a été réalisé par Ruben Fleischer. C'est un film adapté d'une série de jeux vidéo. Ça parle d'un jeune, Nathan Drake, et de son meilleur ami, Victor Sullivan, ou Sully. Nos deux protagonistes vont devoir voyager à travers le monde entier pour rechercher le plus grand trésor du monde, tout en essayant de retrouver le frère de Nathan. Une aventure passionnante et un film d'une qualité incroyable. Ah, c'est bien beau tout ça. Mais nos réalisateurs français, ils sont où? En parlant d'eux, Frédéric Tellier nous sort un thriller qui a été félicité par la presse, nommé Goliath. Il nous raconte l'histoire d'une femme qui est professeure de sport la journée et ouvrière la nuit, qui milite activement contre l'usage des pesticides. Patrick est un obscur et solitaire avocat parisien. Il est spécialisé en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d'un géant de l'agrochimie. Suite à l'acte radical d'une anonyme, ces trois destins qui n'auraient jamais dû se croiser vont se bousculer, s'entrechoquer et s'embrasser. Ah, mais ce week-end, j'ai entendu parler d'un événement mondial en live dans tous les cinémas de France. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un concert en live et rediffusion d'un direct de la tournée Permission to Dance du groupe BTS. Mais pour les retardataires, presque toutes les places ont été vendues en moins de 24 heures. Et à l'heure où l'on se parle, il doit rester 0 place pour le direct et la rediffusion. Ah bah il y a de quoi faire ce week-end alors. Tous au cinéma, lunettes, popcorn et action. Merci Lohan, merci Daël. Moi personnellement j'attends Uncharted parce que j'adore le jeu. Mais maintenant, sans vous rappeler les plus grands slashers du cinéma d'horreur, Lauriane et Lucas vont vous proposer un instant chair de poule en vous racontant la vie de deux tueurs en série assez lugubres. Dans cette chronique, je vais vous parler de la vie d'Eileen Wuornos, aussi surnommée la Demoiselle de la Mort. Et oui, ça en jette. C'est le 29 février 1956 à Rochester, dans le Michigan, aux États-Unis, qu'elle naît. Ses parents, eux, ne sont que des adolescents. Sa mère a 17 ans et son père est considéré comme un jeune sociopathe qui commet des viols et des agressions sexuelles. Et en plus, son père part en prison plusieurs fois, mais ne revient pas, poignardé dans sa cellule par son collègue. À 13 ans, elle se fait élever par ses grands-parents. Son grand-père est alcoolique et la grand-mère décède 2 ans après son arrivée. Elle se fit donc expulsée par son grand-père à 15 ans. C'est à ses 20 ans que la période très sombre de Eileen commença. Elle devient prostituée et elle fait la rencontre de Tyria Moore. Dans les premiers temps, cette personne rendra Eileen heureuse, mais pas pour longtemps, car elle ne vit pas dans un environnement sain. En effet, en 1989, elle fit son premier meurtre et 6 autres s'en suivent. Mais en 1991, c'est fin de course pour Eileen et elle se fit exécuter dans la prison de Stark en Floride. Dans mon cas, je vais vous parler de Martin Dumollard, surnommé aussi le tueur de bonnes. Né le 28 avril 1810 à Tramois, dans l'Ain, il est considéré comme le premier tueur en série dans l'histoire française. Il grandit avec un père en fuite à cause de son passé criminel en Hongrie et aucune information n'est trouvée sur la mère. Martin ne s'attaquait qu'à des jeunes femmes en leur proposant de travailler en tant que domestique pour son patron, en témoigne son premier crime.
qui est celui de Marie Badet. Il s'agit d'un meurtre dont le corps a été retrouvé en forêt de Montaverne par des chasseurs à tramway. Mais il n'est pas suspect de ce crime et en fit encore 11 avant d'être condamné le 1er février 1862 et exécuté à la guillotine le 8 mars, mettant fin à ces horreurs. Merci Lauriane, merci Lucas. Si ces histoires ne vous ont pas donné envie de vous enfuir en courant, cette chronique de Clément et Julien va vous donner envie de mettre vos plus belles baskets et de sortir courir. Sportifs aguerris ou adeptes du canapé le week-end, tout le monde a envie d'être à l'aise dans ses pompes. Ils ont aujourd'hui décidé de nous parler de la marque à la virgule. Bonjour, tout d'abord, merci Quentin. Notre chronique porte sur l'histoire d'une marque et plus particulièrement ses chaussures emblématiques. Mais avant de vous parler de l'histoire de cette marque phare, il nous faut remonter 4000 ans avant Jésus-Christ où la première chaussure a été retrouvée en Arménie. Cette entreprise a une histoire atypique. Il faut savoir qu'à sa création, elle portait un autre nom et fut créée le 25 janvier 1964 par Philip Knight et Bill Bowerman aux États-Unis. Bill Bowerman était un entraîneur sportif de demi-fond. C'est pourquoi l'idée de créer une marque telle que celle-ci est venue à l'esprit. Le nom de cette entreprise apparut en 1971 ainsi que son logo emblématique. En 1967, les deux fondateurs de la marque ouvrent un premier magasin à Santa Monica spécialisé dans la chaussure de course. Cette ouverture a permis le premier sponsoring de la marque la même année avec un tennisman du nom de Lee Nastastas. La fameuse phrase de la marque Just Do It est née en 1988. Elle est née en partie responsable de l'explosion des ventes dans le sport aux États-Unis. Ces paroles sont inspirées des dernières phrases d'un condamné à mort du nom de Gary Gilmore en 1997 qui signifie « fais-le ». Aujourd'hui, cette marque possède plusieurs entreprises où sont fabriquées les multitudes de chaussures. Elle se situe principalement en Chine, au Vietnam, en Malaisie, en Thaïlande ainsi qu'en Turquie. Du côté des chaussures emblématiques de la marque vient la Cortez en 1972, spécialement conçue pour la course en demi-fond qui va faire un carton au JO. L'entreprise va donc concevoir la waffle dans la même année. Elle va ensuite créer la technologie Air qui consiste à intégrer des poches de gaz dans la semelle et ainsi créer la Tailwind en 1978. Une autre des paires mythiques de la marque est la Air Force One, qui compte encore aujourd'hui des milliers d'exemplaires vendus dans le monde entier. Des exemples de paires mythiques de la marque ne manquent pas à l'appel, mais la fameuse paire de TN reste également aujourd'hui une chaussure plus qu'emblématique reconnaissable à sa forme de requin. Dans les collaborations de la marque, nous avons également la marque emblématique en référence au basket, avec ses paires connues, mais qui sont portées par énormément de monde, comme la paire de Jordan 4. Merci de votre écoute. Merci les garçons, alors on va enlever nos chaussures pour aller piquer une tête avec une chronique présentée par Lohan et Gaëtan qui vont nous faire plonger dans l'histoire de la natation. En effet Quentin, la natation est un sport dans l'eau le plus populaire dans le monde. Mais quelles sont ses origines ? La première fois que l'on entend parler de la natation, c'est dans l'Antiquité grecque. On a retrouvé des fresques avec des femmes allongées dans l'eau, utilisant ses bras en battement vers l'avant et vers l'arrière. Cependant, ce dont nous sommes moins sûrs, c'est du fait qu'ils savaient ou non nager, car il n'y a aucune preuve archéologique, mis à part des hiéroglyphes égyptiens, qui représenteraient le concept du crawler. Le crawl est un vieux moyen de déplacement dans l'eau, dont se servaient les hommes. La première fois que l'on entend parler du crawl, c'est approximativement en moins 3000 avant Jésus-Christ. On parlait déjà d'extension des bras, de respiration sur le côté, mais pas de propulsion avec les jambes ni les pieds pointés. On suppose donc qu'ils avançaient avec des jambes en brasse. Pour les Grecs et les Romains, la natation est considérée comme un art, car ils disent d'une personne peu instruite qui ne sait ni lire ni nager. Cependant, les Grecs n'inscrivent pas la natation dans les Jeux panhelléniques, qui est une fête religieuse en Grèce antique, réservée à l'aristocratie et aux personnes qui attachaient une importance primordiale aux prouesses athlétiques. La natation possède même ses lettres de noblesse. En effet, l'historien grec Pausanias avait déjà commenté un concours de natation. Rome organisait des courses, et même au Japon, en l'an 36 avant notre ère, de grandes compétitions ont été organisées sous le règne de l'empereur Sergei. Les premières à créer un événement national sont le Japon en 1603. D'ailleurs, dans ce pays, la natation devient une partie intégrante du programme scolaire. Continuons sur cette lancée de première fois. Le premier club de natation a été créé en 1837 par les pays anglo-saxons et était dirigé par Jan Strachan, la National Swimming Association. En revanche, les premiers à avoir monté un championnat de natation moderne sont les Australiens en 1846 au Robinson Bass à Sydney. La première course internationale a été organisée par l'Australie le 9 février 1858. Elle consistait à nager un 100 yards, qui équivaut à environ 91 mètres.
à St-Kilda, une banlieue de Melbourne, qui a d'ailleurs été remportée par un Australien. Ensuite, la première fois que la natation fait partie des JO, c'est lors des Jeux de 1896 à Athènes. Il y avait 3 épreuves, un 100 mètres, un 500 mètres et un 1200 mètres en mer. Pour le petit point culturel, l'or a été remporté par la Hongrie et l'Autriche. Pour finir, la Fédération française de natation a été créée en 1920. Je vous remercie de nous avoir écoutés tout du long. Merci à vous, merci Lohan, merci Gaëtan. Maintenant, je vous propose un petit instant de musique et nous allons nous écouter Boys Will Be Bugs de Cavetown. I'm a dumb teen boy, I eat sticks and rocks and mud. I don't care about the government and I really need a hug. I feel stupid, ugly, pretend it doesn't bother me. I'm not very strong, but I'll fuck you up if you're mean to bugs. Cold down here underneath the weather. I skipped class to sit with you. I really like your spotty sweater. Ladybugs are girls, how do you make kids together? What's it like in a female world? I bet it's just so much better. I just turned 14 and I think this year I'm gonna be mean. Don't mess with me, I'm a big boy now and I'm very scary. I punch my walls, stay out at night and I do karate. Don't message me cause I won't reply, I wanna make you cry. Ain't that how it's supposed to be, though it isn't me. Boys will be bugs, right? I'm a dumb teen boy, all I wanna do is quit. My mom told me that she's worried and I couldn't give a shit. I have friends who understand me, the names are Spider, Beetlebee. They don't say much, but they'll always listen to me. The other boys at school think it's cool to hate your parents, but they're lying all the time. The bugs advise that I should let them. If you wanna cry, make sure that they never see it. Even better yet, block it out and never feel it. I just turned 14 and I think I know everything. Don't mess with me, I'm a big boy now and I'm very scary. I punch my walls, stay out at night and I do karate. Don't message me cause I won't reply, I wanna make you cry. Ain't that how it's supposed to be, though it isn't me. Boys will be bugs, right?
On organise une visite. Son et animation sur LMC Radio. Can't keep my hands to myself. Ok. On reprend après cette pause musicale avec la chasse. Cette activité, souvent remise en question par certains, reste pratiquée par des millions de personnes en France. Aujourd'hui, Sébastien et Hugo vont tenter de nous faire comprendre son intérêt. Bonjour, la chasse est un sujet qui fait débat. Certains sont pour, d'autres contre, mais la chasse est avant tout une passion de régulation et d'écologie. Mais c'est quoi la régulation ? Parfois, une population n'arrive pas à se réguler toute seule et l'être humain doit intervenir pour la contrôler. Si les chasseurs n'interviennent pas, elle va se développer, proliférer et donc envahir divers espaces comme le sanglier le fait déjà. C'est un réel problème et qui fait énormément de dégâts sur les cultures, dans les champs, mais pas que aussi, sur les terrains de golf ou aussi dans les prairies. Le sanglier se retrouve aussi dans les villes où il fait d'énormes dégâts. Il se retrouve aussi dans les plages où il fait de nombreux blessés. Les dégâts de grand gibier se chiffrent à environ 80 millions d'euros par an. Les 80 millions d'euros par an, ce sont toutes les fédérations de chasse de France qui payent les dégâts. L'argent des fédérations vient des chasseurs et toutes les formations comme le piégeage ou la chasse à l'arc. Les chasseurs payent des cotisations pour les bracelets de grand gibier et de petit gibier. La charge est très importante et les équipes qui ne peuvent se consacrer à d'autres missions. Afin d'optimiser les prélèvements là où il est urgent d'agir, une réflexion a donc été amorcée sur des dispositifs à nouveaux outils qui sera intéressant de mettre à disposition des présidents de fédérations de chasseurs. Les sangliers et le gros gibier en général causent de nombreux dégâts aux agriculteurs, aux sylviculteurs, avec près de 50% de terres agricoles sont ravagées par le gibier en général, soit 4600 hectares, dont les chasseurs, d'une part par amour de la nature et de l'autre côté pour la régulation des ésodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, se doivent de chasser les animaux problématiques dans les champs pour le bien de la société agricole. Alors, vous qui écoutez notre émission, pensez-vous que la chasse doit disparaître de notre culture ou doit-elle rester pour son importance ? Merci de nous avoir écoutés sur notre chronique qui parle de la chasse. En effet, la chasse est un sujet assez lourd sur la biodiversité. Mais gardons en tête la biodiversité avec le loup. Cet animal, symbole de la vie et de liberté, nous questionne sur l'origine de sa présence sur le territoire français. Comment est-il réapparu parmi nous ? Hugo et Mathias vont nous présenter leurs hypothèses. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de la réintroduction du loup en France. Ont-ils un enjeu important ? Une chose est donc sûre, les loups sauvages sont de retour et font déjà largement parler d'eux. Mais comment sont-ils revenus en France ? En effet, l'espèce est protégée par la loi dans le cadre de la Convention de Berne, depuis 1993, date de la signature d'un arrêté qui ajoute le loup à la liste des espèces protégées. Par conséquent, prouver que le loup a été réintroduit par l'homme pourrait conduire à la perte d'un statut d'espèce protégée. Est-ce un sujet médiatisé ? Depuis 8 ans et l'apparition des premiers loups en France, les médias ont joué un rôle très important dans la diffusion des informations concernant le retour du loup. Les résultats de l'enquête montrent d'ailleurs qu'ils sont largement impliqués dans la perception du loup par la population. Y a-t-il eu une arrivée naturelle ? L'hypothèse de l'arrivée naturelle s'appuie sur le retour des loups depuis l'Italie, où les loups n'ont jamais été totalement exterminés et sont protégés par la loi depuis 1976. Ce comportement assure une régulation du nombre de loups dans un espace donné et provoque la migration de certains individus en cas d'augmentation de la population. Depuis 1976, le nombre de loups sur le territoire italien a quadruplé et passé de moins de 100 à plus de 400. Y a-t-il une réintroduction par l'homme ? L'hypothèse de la réintroduction se base sur le fait que les loups n'ont pas pu y arriver naturellement en France et qu'ils s'y sont donc installés avec l'aide de l'homme. Cependant, la présence humaine dans ces 150 km est un obstacle pour la dispersion du loup, mais elle ne permet pas d'exclure leur passage. En Europe, certains loups se nourrissent de déchets produits par des activités humaines. Dire que les loups ne peuvent pas s'approcher des zones habitées par l'homme n'est donc pas toujours justifié. Les loups auraient pu être réintroduits pour réguler le nombre d'ungulés sauvages dans le parc national du Mercantour.
L'arrivée naturelle est-elle possible? Sur le plan génétique, le retour naturel est donc plausible. Seules les preuves fiables de présence dans toutes les zones séparant les Abruzzes du Mercantour peuvent affecter l'arrivée naturelle. De telles preuves sont très difficiles à recueillir du fait de l'extrême discrétion des loups. Les seuls indices de présence sur lesquels ils peuvent s'appuyer sont les traces, les cadavres de loups et les carcasses d'ongulés trouvées. Pour le retour au naturel, les colonisations prouvent que les loups peuvent traverser cette zone et qu'ils ont pu faire avant 1992 sans être observés. Pour les partisans de la réintroduction, les loups actuels à l'ouest de Gênes proviennent du Mercantour. Actuellement, la poursuite de l'expansion géographique du loup en France incite également à penser que les Alpes-Maritimes est une étape indispensable actuelle au loup. L'arrivée naturelle est donc possible, mais n'est pas prouvée. Eh bien merci. En effet, que de questionnements. Difficile de trancher sur ces sujets. Comme le changement climatique par exemple. On parle souvent de réchauffement climatique, de l'impact qu'il aura sur notre belle planète bleue, mais connaissons celui qu'il aura sur les êtres vivants avec qui nous cohabitons. Maëlle et Emmeline vont nous l'expliquer. Coucou Emmeline. Coucou Maëlle. Dis-moi, tu sais ce que c'est le réchauffement climatique? Je sais pas, en général on parle de l'augmentation de la température et de la fonte des glaces. Ce sont des variations de la température et des conditions météorologiques sur le long terme. Ces variations peuvent être un phénomène naturel, mais depuis le début du 19e siècle, elles résultent principalement de l'activité humaine. Dis-moi plus. Tu savais que ça touchait aussi la faune et la flore de notre Terre? Mais en quoi on devrait s'inquiéter? Savais-tu que le réchauffement climatique faisait disparaître des espèces sans grande capacité de migration, mais ça touche et perturbe leur phénomène de reproduction? Mais du coup, la faune va s'adapter un jour à tout ça? Bien sûr, par exemple, les éléphants, leurs oreilles augmentent pour augmenter leur température, ou encore les oiseaux, leur bec augmente de volume pour maintenir leur température également. Dis-moi Maëlle, quelles sont les conséquences de cette augmentation? Il y a une augmentation des événements extrêmes, tels que la montée des eaux suite à la fonte des glaces, ou encore l'extinction de certaines espèces importantes. Mais s'il y a une augmentation de l'eau, est-ce que la son acidité va aussi augmenter? La moitié des océans et des mers augmente de 3,6 mm par an. Concrètement, cette mesure a doublé depuis la fin du XXe siècle. Due aux émissions de CO2, l'acidité des eaux de la planète a augmenté de 30% depuis le début de l'ère industrielle, atteignant une inégalité depuis 55 millions d'années. Et les animaux dans tout ça, ils deviennent quoi eux? D'après une nouvelle étude, ces effets sont dangereusement sous-estimés. En réalité, le changement climatique mettrait en danger près de la moitié des mammifères terrestres et le quart des oiseaux. Avec toute cette pollution, les tortues marines, elles deviennent quoi, elles? Près de 300 millions de tonnes de plastique flotteraient dans nos océans. Parmi les espèces les plus touchées figure la tortue marine. Les tortues de mer ont tendance à avaler les sacs plastiques qu'elles confondent avec les méduses, un de leurs aliments préférés, ce qui peut bloquer leur tube digestif et entraîner leur mort. L'issue n'est heureusement pas toujours favorable, car 75% des tortues vertes auraient déjà expérimenté ce régime peu digeste. T'en as appris plus grâce à moi? Oui, merci beaucoup. Et vous, ce tri sélectif, il vous intéresse pour sauver ces tortues marines? Oui, il m'intéresse beaucoup, en effet. C'est terrible, à mon avis. Mais maintenant, assez parlé nature et faisons une pause gourmande avec la recette du Saint-Honoré avec Simon et Mathéo. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le Saint-Honoré. Le Saint-Honoré est une des grandes créations du 19e siècle. En 1847, Chiboust, pâtissier parisien de la rue Saint-Honoré, propose cette pâtisserie composée d'un fond à l'origine en pâte brisée. Depuis, il est le plus souvent en pâte feuilletée, recouvert sur le pourtour d'un cordon de pâte à choux, sur lequel on colle au caramel 8 petits choux garnis de crème pâtissière à la vanille. Le fond de l'entremets est garni soit de crème pâtissière, recouverte ensuite de crème chantilly, soit d'une crème Chiboust un peu plus fragile. Maintenant, place au fourneau. Pour cette recette, il vous faudra, pour la pâte à choux, 6 œufs, 220 g de farine, 110 g de beurre, 10 g de sucre en poudre, 20 g de beurre, une pincée de sel. Pour la chantilly, 300 g de crème fleurette, 60 g de sucre glace, un sachet de sucre vanillé. Pour le caramel, 300 g de sucre semoule, 10 centilitres d'eau. Tout est pris en note? Parfait alors, commençons. Étape 1. Préchauffer le four thermostat 6 180 degrés. Étape 2. Enduiser de beurre une plaque pâtissière. Étape 3. Découper le beurre en dés. Placez-le dans une casserole à feu moyen avec 50 centilitres d'eau, la pincée de sel et le sucre en poudre. Étape 4. Tamisez la farine et déversez-la entièrement dans la casserole. Attention, il faut enchaîner vite.
Étape 5, remuer avec une spatule en bois et laisser sur le feu 3 minutes pour dessécher la pâte. Étape 6, enlever la casserole du feu et ajouter les œufs, un à un, en mélangeant activement pour avoir une pâte lisse et homogène. Qui dit que la cuisine détend? Non, croyez-moi, c'est un vrai sport. Étape 7, verser l'appareil dans une poche à douille de 1 cm de diamètre et dresser 40 petites boules sur une plaque beurrée et 6 disques sur l'autre. Étape 8, pour cela, démarrer du milieu du disque et former des spirales bien serrées jusqu'à un diamètre de 7 cm. Étape 9, entourer pour 20 minutes et laisser refroidir. Ce n'est pas fini, pour autant, gardez votre tablier, on enchaîne car je vous ai pas dit le nombre des étapes. Étape 10, pendant ce temps, faites une sauce caramel avec le sucre et l'eau. Étape 11, plongez la face bombée des choux, laissez durcir avant de tremper l'autre côté. Étape 12, alignez les choux sur le pourtour des disques. Faut pas plaisanter, c'est du travail délicat, concentrez-vous. Étape 11, dans une terrine, battez en neige ferme la crème chantilly avec le sucre glace et le sucre vanillé. Ne flanchez pas, cette recette touche à sa fin. Étape 14, répartissez la crème au centre de chaque Saint-Honoré. Étape 15, réservez 1 heure au réfrigérateur avant de servir. Bravo, vous pouvez passer de pâtissier à convive. Pour pouvoir refaire cette recette du Saint-Honoré, prenez des vitamines, musclez-vous et nous vous donnons rendez-vous sur lmcradio.fr. C'était Mathéo et Simon. Bon appétit. Eh ben merci, c'était délicieux tout ça. J'ai hâte de goûter ça, ça donne faim à l'approche de 16h. Cette recette a l'air compliquée par contre. Écoutons maintenant Vidéogame de Young's Professional. Micro, son et animation sur LMC Radio. À Marie Curie, on se soucie de l'écologie. lmcradio.fr. Pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here, play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I see you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Go play your video games. It's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey, and is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two, only one's living if somebody video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey, and is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two, only one's living if somebody is loving you.
it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I know that you like the bad girls on it. And is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only was living if somebody is loving you. And baby, now you do. Dans le cadre de ce projet, nous avons déjà réalisé une soirée film au lycée agricole d'Erion. Le film d'animation qui a été sélectionné a été Le Tombeau des Lucioles des studios Gimli. Et la prochaine activité se déroulera le 14 mars. C'est une visite guidée à la boutique Bulle en Stock qui est située à Amiens. Une boutique spécialisée dans les mangas, comics et BD. Et l'objectif de cette activité, ça va être de faire découvrir aux membres du club manga du lycée agricole d'Erion comment vivent les auteurs et comment sont créées leurs œuvres graphiques préférées. Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés du coup et merci pour votre attention. Micro, son et animation sur LMC Radio. À force de scroller sur nos téléphones... Ok. Après s'être requinqué avec ce bon dessert, nous pouvons maintenant profiter d'un sujet de haute volée. À force de scroller sur nos téléphones, nous nous déconnectons de plus en plus de la réalité. Sommes-nous addicts à ces appareils? Edric et Rachel vont répondre à cette question pour nous. Salut Edric, si je t'annonce que 84% des personnes de 12 ans et plus utilisent un téléphone portable, c'est étonnant, non? Aussitôt, de nos jours c'est plus comme avant. Regarde-moi, à cet âge-là, je joue à la dinette. En fait, je me rends compte que les enfants obtiennent des téléphones dès le plus jeune âge et se retrouvent exposés à internet de plus en plus tôt. Crois-moi, même à mon âge, je tombe quelquefois sur des photos et vidéos choquantes. Alors, imagine à leur âge. Je me suis renseignée sur le sujet et on se rend compte que dans la catégorie des moins de 25 ans, il y a plus de filles que de garçons qui obtiennent un téléphone mobile avant 12 ans. En plus, la moitié d'entre eux va consulter son mobile tous les 10 minutes par jour. En France, il doit y en avoir des milliers d'accros au téléphone. En fait, ils peuvent pas rester concentrés sur une activité sans que leur téléphone vienne les perturber. Je vais te perturber encore plus, car l'addiction au téléphone portable met également en lumière un phénomène de dissolution de l'attention. 81% des jeunes affirment consulter un téléphone mobile ou une tablette alors qu'ils sont déjà en train de regarder un film. Il faut dire que les Français s'exposent tôt dans leur journée à leurs premiers écrans. Oh, comme si le téléphone était un besoin vital. Moi, quand je me réveille, j'ai qu'une idée en tête, c'est vider mon paquet de céréales préféré. Le seul moment où je consulte mon téléphone en me réveillant, c'est pour le taper quand le réveil sonne. Même la nuit, certains utilisent leur téléphone portable. Sais-tu que dès 30 minutes d'utilisation des écrans en cours de nuit, les risques de privation du sommeil ou d'insomnie sont multipliés par 2. Tu peux avoir mal à la tête et être de mauvaise humeur le lendemain. Vraiment, moi personnellement, les écrans ça m'endort. Impossible de m'endormir après minuit si je regarde un film allongé confortablement dans mon lit. D'ailleurs, tu sais ce que c'est la lumière bleue? La lumière bleue? Oui, j'ai des LED et parfois je la mets pour changer l'ambiance de ma chambre. Ça rend super bien, je te l'assure. Mais non, pas cette lumière-là, bleue-là, voyons. En fait, pour t'expliquer, les écrans sont constitués de spectres bleus. C'est l'intensité d'une lumière dans un écran qui maintiennent la vue éveillée et qui fait naître l'addiction. Elle est donc nocive pour les yeux. D'accord, j'ai tout compris. Le mieux à faire, c'est de vivre comme au Moyen-Âge, loin de toutes ces pollutions visuelles en fait. Quand même pas à ce point-là. Il faut juste tempérer et modérer le temps d'utilisation sur les écrans. Il existe aussi des fonctionnalités pour réduire l'intensité du spectre bleu pour abîmer le moins possible les yeux. Tu pourrais rester une journée sans utiliser ton téléphone, toi? Bonne question, je pense que c'est possible, mais il faut que ma journée soit bien chargée. D'accord, maintenant voyons voir la réaction des jeunes. Pouvez-vous rester une journée sans utiliser votre téléphone portable? Amaryllis, peux-tu te passer de ton téléphone une journée? Alors pour être honnête, non, parce que je sais très bien que je serais incapable de le faire. Il y a trop de choses auxquelles je suis habituée, mais bon après je sais que c'est considéré comme être addict, voilà. D'accord. Non, je peux pas passer une journée sans mon téléphone. Est-ce que tu pourrais rester une journée sans utiliser ton téléphone portable? Non. Bah non, pourquoi faire? Non. Non. C'est miteux comme question, bien sûr que non. Est-ce que tu pourrais rester une journée sans utiliser ton téléphone portable? Ah mais t'es pas bien toi. Wow. Trop long dans le délire. Non, j'ai 56 ans. Non, parce que je dois parler à des filles. Bah bien sûr que oui. Je sais pas.
Non mais jamais de la vie frérot, t'es fou quoi. Quoi? T'es un ouf, c'est aberrant mon frère. Des réactions vraiment miteuses. Les réactions de ces jeunes sont effectivement surprenantes pour la plupart. Bon bah en tout cas merci beaucoup Rachel de m'avoir apporté toutes ces informations très utiles pour ma culture personnelle. Bah de rien, puis j'espère que pour la plupart des personnes, ils ont appris que rester trop longtemps sur nos écrans, ça peut abîmer nos yeux. Bon bah au revoir et à bientôt. Loin des addictions du téléphone, des accros aux réseaux sociaux, Marine et Fabio vont nous indiquer une nouvelle manière d'utiliser Instagram. De manière ludique et créative. Comment ça fonctionne exactement ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Studigram. Alors, le Studigram, qu'est-ce que c'est ? Littéralement, c'est la contraction du verbe anglais to study qui signifie étudier et de gram pour Instagram. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est des centaines de comptes de tous les pays et de toutes les langues qui ont une volonté d'aider dans les études des autres tout en partageant les leurs. Certains publient leurs fiches de révision ou encore leurs méthodes d'apprentissage, mais ce qui les réunit tous, c'est la motivation. Au fait, d'où ça vient ? Cette pratique très répandue dans les pays anglophones et hispanophones a pris de l'ampleur en France lors du premier confinement au printemps 2020. Évidemment, puisque c'est à ce moment-là que les jeunes ont dû se motiver pour travailler et trouver du plaisir dans leurs cours. Cette pratique, qui a l'air inspirante, ne l'est pas forcément pour tous. Et oui, en salle des professeurs, les avis sont partagés. Certains n'y voient pas d'inconvénient et y perçoivent même un effort créatif de la part de leurs élèves. Pour eux, tant que cela leur donne envie de se pencher sur leur matière et que les copies rendues sont propres et soignées, ils tolèrent ça, voire même le revendiquent. D'autres, plus réticents, considèrent que cette pratique n'est qu'une fantaisie et une source de distraction qui fait passer les titres surlignés avant l'écoute des consignes. Ces professeurs interdisent donc des marques de Studigram sur les copies que les élèves rendent. En y repensant, sans le savoir, vous ou quelqu'un de votre entourage êtes peut-être un adepte du Studigram. Nous avons tous déjà connu un camarade de classe qui avait un goût un peu prononcé pour les surligneurs ou les belles présentations de copies. Eh bien, permettez-moi de vous dire que c'était du Studigram. Cette façon de présenter ses cours s'est médiatisée dès l'année 2021 en France. En effet, les médias t'ont à de nombreuses reprises reporté, interviewé ou encore écrit sur le Studigram. Comme quoi, c'est un art attractif. Alors, à vos lignées de surligneurs, de stylos en tout genre, de feutres et autres gadgets, et c'est parti pour vous-même créer votre propre manière de travailler. C'était Marine, animatrice chez LMC Radio. Et Fabio du lycée d'Erion. Très intéressant, je vais sûrement me renseigner sur Instagram de ce pas. Continuons dans l'univers numérique après une chronique dématérialisée avec les jeux vidéo. De pourfendeurs de dragons à plombiers moustachus, les jeux vidéo nous font vivre des histoires incroyables depuis belle lurette. Mais d'où nous vient cet art que l'on aime tant ? Clara et Lucas, vous nous racontez une petite histoire. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour parler de jeux vidéo, et plus particulièrement de cet univers. Pour commencer, nous allons nous arrêter sur les débuts du jeu vidéo. En 1972, la première console appelée l'Odyssée a fait son apparition suite à l'idée d'un ingénieur. C'est en travaillant sur des radars militaires qu'il eut l'idée d'exploiter cette technologie pour passer le temps. C'est ainsi que M. Ralph Baer créa par la même occasion le premier jeu Table Tennis. Pendant des années, les consoles, jeux et les nouvelles technologies ont bien évolué. C'est ainsi qu'un système de PEGI a été mis en place pour la classification par âge des jeux vidéo, ce qui permet aux parents de prendre des décisions lors de l'achat des jeux. Pour poursuivre cette chronique, nous avons réalisé l'interview de nos principales pour savoir ce qu'ils pensent des jeux vidéo. On se retrouve dans 1 minute 30 après l'interview. A fait son apparition en 2016. C'est un projet caritatif créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary. Le but est de rassembler plusieurs animateurs spécialisés dans le streaming du jeu vidéo sur internet pour un marathon s'étalant sur un week-end, pour récolter le plus de dons pour l'association Institut Pasteur. Un record mondial a eu lieu avec exactement 3 509 000 €. En 2020, le record a dépassé la barre symbolique des 5 millions d'euros récoltés. Lors de la session de 2021, un concert a été organisé avec la participation de PV Nova, Little Big Whale, le groupe LIJ et les rappeurs Kikessa et Fianso. Une heure après l'ouverture, plus de 500 000 € ont été récoltés.
Cette édition du The Event se clôture avec un grand record qui contient exactement 10 068 177 €. Pour conclure, le The Event a fait plus de 20 millions de dons aux associations Institut Pasteur, Amnesty International et Action contre la faim. Nous allons à présent accueillir Maxime pour échanger. Bienvenue Maxime. Bonjour Lucas, bonjour Clara. Avant tout, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien et vous? Ça va, merci. Clara? Ça va. Bonjour monsieur le directeur, nous sommes en direct à la radio et nous avions une petite question à vous poser. Pensez-vous que les jeux vidéo sont bénéfiques ou non pour les jeunes? Ok, merci. Alors c'est pas une petite question, hein. À mon avis c'est une grande question qui nécessiterait peut-être de s'attarder un petit peu. Alors c'est pas facile. Est-ce que c'est bénéfique? Alors déjà on parle de quel jeu vidéo? On parle des jeux vidéo en général, PS4, console. D'accord, ok, très bien. Alors, moi je dirais que de mon point de vue, c'est pas le jeu en lui-même qui peut poser souci, hein, mais c'est vrai pour tout. C'est ce qu'on en fait. Voilà. Okay. En gros, ça veut dire que si on n'est pas capable, je dirais, de se raisonner dans l'utilisation du jeu, on peut très vite tomber dans de l'abus, hein, ou de l'addiction. Et c'est ça, encore une fois, c'est comme tout outil, c'est ce qu'on en fait. Voilà. Donc si on n'est pas dans l'abus, si on n'est pas dans l'addiction, si à un moment donné on reste un peu les pieds sur terre et puis on est complètement dans un monde virtuel, effectivement, je pense que ça peut être une bonne chose. Mais encore une fois, il faut être dans le raisonnable. Alors après, est-ce que chaque jeune est en capacité d'être raisonnable, effectivement, ou est-ce qu'il a besoin peut-être qu'on l'accompagne? Je pense que... Poser des règles. Oui, poser des règles, peut-être aussi se former, effectivement. D'ailleurs, je pense qu'on va le faire très bientôt au lycée. C'est des choses qu'il faut être vigilant. Alors, oui, sur le principe, moi je pense qu'il faut vivre avec son temps, mais avec des règles, et puis on ne fait pas n'importe quoi. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée. Nous allons à présent accueillir Maxime pour échanger. Bienvenue Maxime. Bonjour Clara, bonjour Lucas. Donc avant tout, j'aimerais... est-ce que tu vas bien? Pardon. Ça va très bien. Ça va, merci. Donc avant tout, est-ce que tu joues? Oui, bien sûr. Ça c'est bien. Donc quand tu joues, qu'est-ce que ça t'apporte au niveau mental, etc. La plupart du temps quand je joue, c'est avec des amis ou pour faire passer le temps, pour me divertir. Et est-ce que ça t'apporte, je sais pas, par exemple, ça de la confiance en toi ou autre? Non, pas forcément, je joue comme ça de temps en temps. Ok. Et est-ce que tu penses que les jeux vidéo sont bénéfiques ou non pour les jeunes? Alors pour les jeunes, ça dépend. Pour les enfants, il faudrait peut-être limiter avec des contrôles parentaux ou limiter le temps. Et puis pour les plus vieux, gérer soi-même. Après, moi je pense que aussi faut peut-être mettre aussi des règles avec, je sais pas, un temps de jeu, etc. Oui, on peut faire ça. Pour moi, ce sera tout. Merci Maxime. Merci à vous. De rien. Toujours sur les écrans, basculons dans l'univers virtuel des NFT. Quel est le rapport entre NFT et les élections présidentielles? La réponse dans un instant avec Newt et Lilian. Alors, nous avons pu observer lors des élections régionales de 2021 que beaucoup de jeunes s'abstiennent de voter, avec un taux d'abstention de 65,7% selon Ipsos. Et pour remédier à cela, certaines personnes proposent diverses solutions pour amener les jeunes à voter. Et parmi ces solutions, il y aurait l'utilisation des NFT dans les campagnes présidentielles. Peut-être pas celle de 2022, mais pour les prochaines, peut-être. Pour comprendre comment nous pourrions utiliser les NFT pendant les présidentielles, il faut tout d'abord expliquer ce que sont les NFT. Et cette explication vous sera donnée par Lilian. Merci Newt. Alors, les NFT, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire non-fungible token en anglais ou jeton non fongible en français. On ne peut pas les échanger avec d'autres jetons du même type. Le principe de ces jetons est lié à celui des blockchains. Ce sont des protocoles informatiques permettant de chiffrer et sécuriser des transactions financières sur Internet. Avec des blockchains, plus besoin d'intermédiaires pour vérifier ce qu'on a bien payé quelque chose sur Internet. Ce sont des ordinateurs qui vont vérifier si les deux personnes sont fiables
avant la validation de la transaction. Merci Lilian pour cette explication. Maintenant que ceci est fait, pourquoi certaines personnes souhaiteraient les utiliser pour inciter les jeunes à voter? Eh bien, premièrement, 40% des moins de 35 ans se disent, en France, en 2022, prêts à investir dans les NFT, d'après un sondage de l'IFOP. Ensuite, l'acheteur pourrait montrer son soutien au candidat ou simplement à l'idée défendue. Les NFT pourraient également permettre à l'acquéreur de rencontrer le candidat qu'il soutient ou d'accéder à des débats. Ces possibilités pourraient inciter les jeunes à voter pour les prochaines élections. Mais actuellement, aucun des 12 candidats aux élections ne s'est intéressé à une telle perspective. C'était Newt, animateur chez LMC Radio. Et Lilian du lycée d'Arion. Merci pour ce sujet très intéressant, Newt et Lilian. La radio au service des élèves. Eh bien, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci au lycée Marie Curie de nous avoir fait partager cet agréable moment. Merci encore à Lucas et Kylian d'avoir mis en place ce projet et d'avoir organisé cette rencontre, en espérant vous revoir sur les ondes de LMC Radio. Et pour finir en beauté, nous écoutons un titre de Pretty Boy de The Neighborhood. My heart stops beating. You're the only thing I need. With me. Even if the earth starts shaking, you're the only thing worth taking. With me. Even if the sky's on fire, got you here, it's alright. If it's all over, I'm taking this moment with me. Yeah. This with me, boy. Now it's all about to end. Baby girl, look where we made it, girl. Now we're falling as long as I got you. I'm gonna be alright. As long as I got you, yeah, I'm not afraid to die. I'm alright, even if my heart stops beating. You're the only thing I need. With me. Even if the earth starts shaking, you're the only thing worth taking along. With me. Even if the sky's on fire, got you here, it's alright. With me. And if it's all over, I'm taking this moment. Wherever I'm going, I'm happy you're coming with me.
LMC Radio, la radio au service des élèves.